et l'autre à l'université Gallimard à Paris. Donc, j'ai eu le plaisir de le lire, c'est surprise, par son écriture et par ses dessins. Dans ce livre, il y a le silo, il y a l'explosion de Catherine, il y a 4 personnages féminins, la mère. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle personnifie le silo. Donc le silo parle. Et ces 4 personnages, ce sont Tania, ses femmes, Myriam, Mireille et Michel. Donc moi, ma première question à toi, c'est pourquoi tu as choisi des prénoms aussi similaires? Parce que moi, je me suis perdue entre Michel, Mireille et Myriam. Et je les ai un peu confondues. Tu peux m'expliquer pourquoi elles semblent être une même personne? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, je voulais d'abord remercier les artistes de l'écoute de m'avoir permis de parler de ce livre. Merci aux artistes qui exposent ici en couleur des choses magnifiques. Je voulais te remercier, Johanna, d'avoir accepté qu'on puisse avoir cette discussion ensemble, parce que comme je l'ai dit, on est dans une piscine maintenant, on est vraiment à la maison, et c'est des ambiances que j'aime. Merci à Manal, mon élève, il n'est plus mon élève. Merci à Joël, et puis merci à Miami Matteo, parce que c'est grâce à vous que j'ai appris à retenir la vie. Alors, je vous aime et merci d'être là. Alors, pour répondre à ta question, oui, il y a Myriam qui fait le deuil de son père, il y a Mireille qui vit dans la maternité, il y a Tania qui est la rebelle qui se retrouve dans ce pays, il y a Michel aussi qui retourne vers l'enfance, et puis je crois que joue beaucoup un peu sur ces masques-là. Donc on ne sait pas si Michel, d'ailleurs dans le livre, le narrateur le dit, on ne sait pas si c'est une seule personne ou si c'est plusieurs personnes. Donc est-ce que c'est l'histoire de Michel, une seule personne? Est-ce que c'est l'histoire de plusieurs femmes en même temps? En tout cas, elles ont la même histoire, hein, parce qu'elles traversent les franges du tapis de la maison de la maman. Elles font le marmoule ensemble. Donc il y a comme une histoire comme ça qui se disent, des petits indices qui laissent penser que c'est peut-être la même personne. Mais c'est peut-être aussi différentes facettes du Michel qui a besoin de se retrouver à travers ça. D'ailleurs, si vous montrez au public, c'est tout petit, mais il y a un dessin de la femme et ses ombres. Et donc il y a 4 silhouettes qui peuvent être ces 4 personnages. Tu sais, j'avais dessiné ce tableau avant. Et puis après, comme par hasard, hein, mais moi j'avais pensé que ça serait 4 femmes, hein, parce qu'en fait je m'étais inspirée d'histoires vraies. Et donc, et puis après, encore une fois, il y a toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rendez-vous. Et donc c'est pas moi qui le dis, c'est là. Et donc c'est exactement ça, hein, parce que c'est cet écho entre l'histoire et la peinture qui vient comme ça, comme des pièces d'un puzzle qui se mettent en place. Tout le livre, c'est un écho, c'est des passerelles entre les mots et des images, on va le voir graduellement. Je voudrais m'attarder sur le personnage du silo, qui est très intéressant et que tu charges de beaucoup de symboles. Donc j'ai rassemblé un peu les idées sur le silo et j'ai vu que c'était une figure christique. J'ai vu aussi que tu disais qu'il y avait 2 mères. La mère, l'une c'est l'amour, amour, et l'autre c'est la mort. Donc je me suis dit, pourquoi la mort est une femme, est une mère, est une maman. Et aussi, des fois, je pense que le silo est aussi une figure paternelle. Donc entre la figure christique, la mère, les 2 mères, le père, tous ces symboles desquels tu charges le silo, tu peux nous en dire plus, nous expliquer? En fait, je vais essayer d'y répondre très rapidement. En fait, quand j'avais commencé à écrire ce livre, et encore une fois, mes élèves me posaient toujours la même question, est-ce que l'auteur a pensé à ça en écrivant son livre, d'accord? Et puis bon, parfois je me disais, mais on peut avoir 15 interprétations quand on écrit un livre. Il y
y a 15 façons de voir un livre. Et donc du coup, j'écris mon livre et j'avais trouvé un titre, c'était une erreur, hein. Le silo du port de Beyrouth. J'appelle Joël, je lui dis, je change de titre. Alors Joël me dit, enfin, c'est pas normal, hein, c'est pas possible. Et j'ai compris qu'en fait, je change de titre parce que je n'avais pas de narrateur. Donc j'avais oublié qu'il fallait qu'il y ait un narrateur. C'est-à-dire que l'histoire s'était écrite toute seule, sans narrateur, sans personne, pour raconter l'histoire. Et du coup, le silo est devenu le narrateur parce que c'était à la fois le pays, parce que c'est le pays, c'est le Liban qui parle. Mais ce n'est pas un Liban glorieux, c'est un Liban blessé, c'est un Liban qui est culpabilisé et qui se culpabilise. C'est un Liban qui mène une enquête pour essayer de recoller les morceaux de l'explosion. C'est une figure paternelle, c'est une figure maternelle, c'est un détective, c'est un peu comédie, hein, dans la mythologie, qui va mener une enquête pour essayer de mieux comprendre qui il est. Mais quand je dis qui, c'est-à-dire le Liban, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dépasser les traumatismes liés à la guerre? Est-ce qu'on peut dépasser les traumatismes liés à une explosion? Est-ce qu'on peut faire semblant de continuer à vivre? Et le silo dit, bon, on ne peut pas toujours faire semblant, il y a un moment où on ne peut plus faire semblant. Les traumatismes nous rattrapent. Et je crois que c'est tout ce rôle joué par ce silo qui devient une figure christique parce qu'il va se sacrifier pour sauver les disparus du port de Beyrouth. Mais à un moment donné, il devient presque méchant parce qu'il dit à la page 117, il parle de Michel et il dit j'ai envie de la bousculer, j'ai envie de lui faire mal. Donc il devient... Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est le pays. Michel, c'est tout le monde ici, c'est pas seulement Michel. Et on a eu mal. On a eu mal dans nos maisons, on a eu mal dans notre chair, on a eu mal dans notre histoire. Et la question que je pose, est-ce que les émotions, on peut toujours les ranger dans des tiroirs? Est-ce qu'on peut toujours dire, bon voilà, on a vécu ça, et ok cool, on ferme le tiroir et on continue à vivre, on continue à faire semblant. Mais il y a un moment où on ne peut plus continuer. Il y a un moment où on a besoin de raconter des choses. Et justement, ces femmes parlent de leur partie manquante, qu'elles ont cachée dans un tiroir. Elles disent, le silo dit, chaque femme de ce livre voit en moi un aspect de leur vie, la partie manquante. Qu'elles ont rangé dans un tiroir ou qu'elles ont... Parce qu'on a toujours ce rapport au pays, qui est le silo, qui est le narrateur, qui est la voix suprême, qui est un peu comme le cœur dans les tragédies de l'Antiquité. Donc en fait, ces femmes, on a toutes par rapport au Liban un rapport, c'est chez nous, il y a une identité qu'on a su, et je dis toujours le Yanda est une identité. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Yane, de Kedon, de Kifak, ça va. Tout ça c'est pas des clichés linguistiques, tout ça raconte une histoire, mais en même temps on en veut à ce pays. Donc c'est tout ce rapport conflictuel qu'on a avec ce pays qui apparaît à travers les femmes. Donc, parce que je crois qu'on ne peut pas être banni comme ça. On le paye. Tu parles d'un système binaire. On aime et on en veut. Et tes dessins sont noirs et blancs, aussi binaires. Pourquoi c'est noir et blanc? Pourquoi pas des nuances de teinte? Tu sais, quand je regarde cette exposition avec un travail magnifique, fait par autant d'artistes que je félicite. On est là devant le tableau de Julie, par exemple, qui est splendide. Et je me dis, comme c'est beau, les couleurs, c'est magnifique. Mais en même temps, pour moi, le noir exprime tout ce qui est relié à la perte, c'est-à-dire le mal, l'inconscient, le labyrinthe, la souffrance, la quête de soi. Mais en même temps, c'est ce que j'appelle de la perte à la réparation. Parce qu'il y a aussi cette autre tension qui est le blanc dans mes tableaux. Parce qu'il y a un cheminement que le silo et les femmes vont accomplir qui consiste à aller de cette perte, de ce noir qu'on retrouve dans le texte, dans les toiles, dans mes habits. Et en même temps, ce travail pour aller de la perte à la réparation d'un pays, d'une explosion, des morts, de soi-même.
c'est un peu ça. D'accord. Moi, en suivant la chronologie de tes dessins, je vois que tu finis à la fin par une prière. Et donc, j'ai été agréablement surprise de voir qu'on finit par ça. Et il y a juste avant de la tendresse, il y a un bébé, une étreinte. Donc, ça part Des tableaux, des tableaux, et puis je parle des tableaux. Mais avant, il y en a quatre, c'est colère, c'est quatre colères. Alors, colère des murs, colère et l'identité, c'est des allumés comme ça. Quatre. Donc, parle-nous plus du cheminement de la colère vers l'apaisement. Parce que le silo et les femmes sont dans une quête initiatique. C'est un parcours initiatique, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves par lesquelles elles vont passer. Elles vont se heurter au deuil du père qu'on ne veut pas faire, même dans l'aveu. Elles vont se heurter au souvenir de l'enfance, de la maison de la Argentine. Elles vont devoir aller vers elles-mêmes, vers le noir qui est en elles-mêmes, pour se retrouver dans cette enfance. Et donc, se retrouver dans cette lumière. Et donc, encore une fois, ces dessins traduisent quelque part ces épreuves, ces obstacles intérieurs qui vont traverser le silo et les femmes avant de retrouver ce baiser maternel, cette prière, ou même par hasard, avant même de faire une exposition, avant même de savoir que j'allais faire une exposition. Mais encore une fois, il y a de beaux hasards. Ils vont retrouver à la fin un tableau qui était perdu dans la mer, et qui était en fait le tableau qui était perdu du musée de Sosso, qui avait disparu et qui était retrouvé. Donc ça, c'est pas absolument musique, hein, parce que l'art, quelque part, permet cette prière, permet peut-être de sublimer, permet d'être dans le sacré, je ne sais pas. Je crois que ça aussi, tu m'as dit, j'ai laissé tomber les arts, je me bats. Quand on parlait ensemble. Quand on parlait ensemble. Donc tu peux pas faire avec les mots, tu peux pas faire avec les dessins. C'est-à-dire qu'on est passé par une période tous, où je ne sais pas si vous avez tous vécu ici quelque part, et on ne peut pas sortir de ces 5 ans comme ça. Il y a un avant, il y a un après. Et pendant cette période, on a sorti les armes, on s'est battu en soi, à l'extérieur de soi. Il y a une colère que nous avions tous libanée, qu'on avait besoin de sortir quelque part, que ce soit dans les rues, que ce soit à travers les cris, que ce soit à travers des défilés, une révolution, des manifestations. Il y avait un besoin de faire sortir cette colère que nous portions en nous. Mais en même temps, c'est aussi cathartique parce qu'on traverse la colère pour atteindre une forme de paix quelque part. Celle d'accepter un pays et celle de s'accepter aussi. Justement, tu parles des femmes en colère, tu dis qu'elles insultent, elles crient, et tu dis le chemin de la soie doit passer par la chevelure. On voit des hommes aussi qui ont un ego sur le qui déversent du champagne, qui sortent de leur qui ont un rapport assez. Donc c'est cette société que tu dépeins qui est les femmes sont hystériques à un moment donné. Donc cette société qui a perdu son équilibre totalement, comment on appelle s'en sortir? Et tout ça, il faut poser la question aux politiciens, je crois, parce que moi, je n'ai pas de réponse. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que à notre niveau, à nous, je crois, j'aime beaucoup cette expression, les petits riens de la vie. Ils ne veulent peut-être rien dire, les petits riens de la vie, ils veulent tout dire. Pour moi, ça peut être un mot ou un texte que j'ai écrit. Ça peut être, je ne sais pas, une couche. Je suis fière peut-être de ce petit rien que j'ai pu mettre ici en haut et dont je suis fière. Je crois que c'est par ces petits riens de la vie qu'on va pouvoir se construire. Maintenant, au niveau d'un pays, on peut porter ce pays à nous. On peut le transmettre parce que c'est notre pays. Il y a le marmot de Tétamari dans ce pays. C'est-à-dire que ce pays raconte ce que nous sommes. Il y a la Molokhia, il y a la Halawa, mais en même temps, au niveau d'un pays, franchement, je n'ai pas. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui connaît le Tino. Moi, j'essaye de le porter en racontant une histoire de ce pays. C'est ma façon d'être un peu, de le porter au sens étymologique du terme à ce pays. Moi, je pensais aussi à
pays qui sont un peu les petits riens dont tu parles. Donc, il prend une bague de fiançailles, donc la nuit en quelque sorte. Il prend du persil fraîchement coupé de pâturée, c'est touchant. Il prend l'hérite des plongeurs, l'eau de javel de ses quilles, les cannes à pêche, les bras des chauffeurs de taxi. Donc, c'est des tables qui font notre quotidien et qui font qu'on aime les routes, là où on est, les odeurs. C'est ça qui prend. Même les légèrement décorés de partout. Tu vois, ces détails-là. Ça fait partie de notre histoire, c'est-à-dire que notre histoire à nous, c'est pouvoir regarder ce pays à un regard bienveillant. Et la bienveillance ne se situe pas au niveau des enjeux qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne comprend pas. Je crois qu'on peut, ceci long, moi je me suis dit, si je devais partir, je prendrais de ce pays ces images-là. Ce sont ces images qui me nourrissent moi les pyjamas de mademoiselle par lesquels je passe, qui étaient peut-être moches ou pas bons, mais ils font partie de mon histoire. Et donc je les prends avec moi les pyjamas de mademoiselle. Je comprends tout à fait. Tu comprends, donc c'est un détail. Mais aussi écrire, regarder les détails. J'aime aussi la symbolique du marmot qui est un effectivement recomposé, comme nous le sommes tous, comme si les morceaux recomposés, recollés, qui forment un délicieux. Parce que ça fait partie de notre rituel à tous. On a tous fait le marmoule avec notre grand-mère. Nous avons tous joué avec la pâte. On a tous pris le verre. Pas un truc spécial. On a pris le verre, on a posé sur la pâte, on l'a tourné, on a fait des boules. Et je crois que ce qui peut être touchant, c'est que cette histoire qui raconte comment on est libanais, on concerne tous. Il y a un moment donné, les feuilles de vie, elle a tout appris cette dame après l'explosion, l'ascenseur a brûlé, son four a brûlé. Et ce qui la désole, c'est que ces feuilles de vie, son câble est finalement. Parce qu'il y a un déni de l'explosion. Et il y a toujours la cuisine, la nourriture, pour sublimer encore une fois cette explosion. C'est pour ça que le dernier mot du livre, c'est le marmot de Katamari. C'est-à-dire que moi je sais que cette odeur de la cuisine ou ce qu'on mange, ça fait partie aussi d'une identité. Oui, être libanais, c'est ça. Et finalement, parce qu'on doit s'arrêter, je voulais vous montrer ce dernier dessin que j'ai mis du temps à trouver dans le livre, je tournais les pages. Et moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous en pensez, mais il s'appelle Arthur. Alors, mais qui il y a derrière? C'est un personnage, c'est qui est derrière? C'est une bonne question, parce que moi j'utilise rarement des ratures, il y a toujours des ronds. Parce que le rond est très maternel, le rond est très féminin, que ce soit ici, je suis toujours dans ce mouvement-là. Je crois que c'est un homme, c'est la première fois que j'arrive à peindre un homme, parce que ce sont des lignes. Je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas si. Mais c'est certainement un homme, parce que c'est vertical, ça ne correspond pas aux rondeurs. Par contre, j'aimerais que je pose la question. Alors laquelle? C'était quand on a invité à table non. Quand... Ah oui, la date de la question que... Alors, je vais demander à Nelly Mathéo de répondre à la question. Mathéo, allons. Donc, naturellement, j'ai rassemblé des tas de petites questions en lisant, parce que j'étais amusée par les phrases, les arguments et tout ça. Mais il y a aussi, à un moment donné, les enfants, il y a à votre table à déjeuner, Achille, Pénélope, vous êtes au courant? Non, ils sont invités. Tu peux raconter l'histoire de Marie dans l'UNESCO, de l'UNESCO, quand je t'ai dit que tu vas pas ce prof, parce que dans le livre, j'avais une leçon particulière avec un prof. Et normalement, il était attrapé, fais attention à ce qu'il dit, retiens, prends bien note. Après, ma réaction de l'homme, c'était fais attention à ce qu'il ne viole pas. Parce que dans la leçon de l'UNESCO, il y avait un professeur qui violait ses élèves. C'est la première fois que j'ai compris, je pense, qu'avec une maître qui est littéraire, qui n'était pas comme les autres.
En tout cas, on te félicite pour ta maman. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire son livre et à voir ses Merci beaucoup, Joanna. Merci d'être là. Nous sommes là et je vous invite à visiter cette magnifique exposition en couleur, pas seulement en noir et blanc, et tant mieux. Donc il y a vraiment de très belles choses. Et merci d'être venu.